En Mauritanie, un député de l'opposition appelle à la mise en place rapide d'une cour de justice. C'est pour juger les anciens présidents de la République. Une demande qui intervient en pleine polémique sur une convocation de Mohamed Ould Abdelaziz. Un djihadiste à la barre à la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes de guerre. En 2012 à Tombouctou, il avait dirigé des opérations de destruction de plusieurs mausolées. Et puis, en Afrique du Sud, un premier essai de vaccin contre le Covid-19 a démarré. 6 médecins de la faculté des sciences de santé d'une université se sont portés volontaires. Résultat attendu dans plusieurs semaines. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Mauritanie, un député de l'opposition a exigé la mise en place rapide d'une haute cour de justice. La juridiction sera chargée de juger les anciens dirigeants pour des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Un appel lancé après que l'ex-chef d'État Mohamed Ould Abdelaziz a ignoré la convocation d'une commission parlementaire. Biram Ould Ould Abed, député et opposant mauritanien, également défenseur des droits de l'homme, a exigé ce lundi la mise en place rapide d'une haute cour de justice pour les anciens dirigeants. C'était lors d'une conférence de presse à Nouakchott, durant laquelle il a déploré les atermoiements des députés à la mettre en place, malgré qu'elle soit un organe prévu par la Constitution. Cet appel du député à mettre en place rapidement la haute cour de justice intervient après que l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz ait ignoré la convocation d'une commission parlementaire. L'ancien président avait été convoqué pour s'expliquer sur des dossiers de mauvaise gestion enregistrés durant son pouvoir. Une loi relative à cette juridiction pour les ex-présidents et les anciens ministres devait être discutée jeudi dernier par les députés, mais son examen a été reporté. Si des opposants ont accusé le gouvernement d'avoir causé ce renvoi, le président de la commission en charge du test a lui estimé que ce report est dû à des raisons purement techniques. D'après une source proche du dossier, le test sera prêt avant fin juillet, mais la composition de la haute cour doit attendre la session d'octobre prochain. La Cour pénale internationale accueille un procès inédit, celui d'un djihadiste. Ce dernier est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel. Tout ceci commis dans le contexte de mariage forcé et destruction de mausolées à Tombouctou, situé au nord du Mali. Âgé de 42 ans, Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed, de son nom complet, est accusé d'avoir contribué en 2012 et 2013 à la démolition du patrimoine dans cette ville du nord-ouest du Mali, Tombouctou, mais aussi de torture. Il a été remis en avril 2018 par les autorités maliennes à la CPI pour jugement. Son procès a débuté mardi avec les déclarations d'ouverture de l'accusation qui avait affirmé lors de précédentes audiences que l'intéressé avait joué un rôle déterminant dans le calvaire subi par les habitants de Tombouctou sous la mainmise djihadiste. Quant à la défense et les représentants légaux des victimes, ils prononceront leurs déclarations à une date ultérieure, une fois que les preuves auront été présentées au juge, a précisé la CPI. Lors d'un verdict historique, la Cour avait accusé en 2016 un premier djihadiste malien, Ahmad al-Faki al-Mahdi, à 9 ans de prison pour avoir pris part en 2012 à la démolition de mausolées protégés à Tombouctou, un site inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Cette fois, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, certains participants prendront part au procès à distance. D'après la CPI, Al-Hassan avait sous son contrôle environ 40 policiers islamiques. Toutes les infractions à leur lecture rigoriste des lois islamiques étaient punies de flagellation et de torture selon la Cour. Les hommages de la nation ivoirienne à l'ancien Premier ministre Amadou Gan Coulibaly, décédé c'était le 8 juillet dernier d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Une cérémonie s'est tenue au palais présidentiel d'Abidjan en présence de nombreuses personnalités, dont, entre autres, le président ivoirien, celui du Sénégal Macky Sall ou encore le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
C'est dans la consternation que s'est déroulée la cérémonie d'hommage en la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien et dauphin désigné du pouvoir. L'homme, décédé le 8 juillet des suites de problèmes cardiaques, n'aura pas eu le temps de réaliser son ambition de succéder à son mentor à la tête de la Côte d'Ivoire. Il avait pourtant été désigné en mars candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle prévue en octobre. Mais victime de malaise à Abidjan le 2 mai, il avait dû être évacué en France. Sa longue absence de plus de 2 mois avait suscité des interrogations sur son état de santé parmi la population et la classe politique, sachant qu'il avait déjà subi une opération du cœur en 2012. Premier ministre depuis 2017, Amadou Gon Coulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il était l'un des très proches et dont il avait l'entière confiance. Il a participé aux côtés d'Alassane Ouattara à la création du Rassemblement des Républicains, dissidence de l'ex-parti unique du président Félix Houphouët-Boigny en 2014. Il était devenu ensuite haut fonctionnaire puis député avant d'entrer au gouvernement de réconciliation nationale lors de la crise ivoirienne des années 2000 comme ministre de l'Agriculture. Son ascension au premier plan politique a coïncidé avec la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011. Gon Coulibaly devient secrétaire général de la présidence, un poste stratégique. En 2017, enfin, il est nommé chef du gouvernement et s'impose comme le dauphin du président. Réputé gros travailleur, il maîtrise bien les circuits financiers internationaux comme son mentor. Il a d'ailleurs eu la charge du ministère du Budget, en plus de la primature, et met l'accent sur la bonne gestion macroéconomique. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force du Parlement tunisien, a appelé à des négociations pour un changement de gouvernement, un appel qui intervient alors que le Premier ministre est sous le feu d'une enquête pour conflit d'intérêts. Le président Kaïs Saïed s'est opposé à des concertations en coulisses et le chef du gouvernement, Ilyes Fakfakt, a répliqué lundi soir en annonçant un remaniement dans les prochains jours, laissant entendre qu'il pourrait écarter les ministres d'Ennahda. Ennahda, qui est en difficulté au sein de la coalition gouvernementale, avait un peu plus tôt indiqué envisager le départ de Fakfakt. Organe consultatif du parti, le conseil de la Choura a confié à son dirigeant Rached Ghannouchi le soin de mener des consultations pour s'entendre avec un nouveau gouvernement, a indiqué lundi matin son président Abdelkarim Harouni. La situation économique et sociale très grave ne peut être surmontée par un gouvernement dont le chef est soupçonné de conflit d'intérêts, a expliqué Harouni en conférence de presse. Le Premier ministre Fakfakt est sous le coup d'une enquête parlementaire car il est accusé de ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans des sociétés d'assainissement qui ont remporté d'importants marchés publics. Le président tunisien a rétorqué qu'il était opposé à des négociations entre les partis sur un nouveau gouvernement après une réunion avec Fakfakt et le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT, Noureddine Taboubi. Il n'y aura pas de consultation tant que le Premier ministre sera au pouvoir, a-t-il déclaré selon un communiqué de la présidence, ajoutant que seule une démission du chef du gouvernement ou un vote de défiance pouvait justifier de telles consultations. Fakfakt, lui, a annoncé un remaniement dans les prochains jours et accusé Ennahda d'alimenter une crise politique visant à satisfaire des intérêts partisans étroits. Et ce premier essai de vaccin contre le Covid-19 en Afrique du Sud, 6 médecins de la faculté des sciences de la santé d'une université se sont portés volontaires pour y participer. L'essai VIDA du vaccin vise donc à trouver un vaccin capable de prévenir l'infection du STRAS, le virus qui est donc à l'origine du Covid-19. Explication. L'avantage est que si le vaccin fonctionne et si je reçois effectivement le vaccin, si ce n'est pas le placebo, je serai protégé. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles je fais ça. Mais principalement, c'est pour démontrer que c'est quelque chose qui devrait être soutenu et encouragé et que personne ne doit en avoir peur. Il y a eu une certaine inquiétude, vous savez, parmi le public, mais en tant que médecin, je peux vous dire qu'il n'y a pas de quoi avoir peur.
Nous devons attendre que des cas de Covid-19 se développent parmi les volontaires. Et malheureusement, ce n'est pas parce que nous infectons les gens, mais plutôt parce que c'est la nature du virus qui veut que les gens soient exposés et qu'ils soient infectés. Une fois que nous aurons accumulé environ 42 personnes infectées par le virus, nous pourrons à ce stade, en quelque sorte, lever le voile pour voir si le vaccin fait réellement une différence en termes de protection contre le Covid-19. Et puis ce mardi 14 juillet, en France, c'était donc la fête nationale. Cette année, en raison de la pandémie du Covid-19, le traditionnel défilé militaire a laissé la place à un mini-défilé confiné, place de la Concorde. Une célébration qui a donc honoré la mobilisation des armées et du monde soignant contre la pandémie. Explication. C'est une première depuis 1945. Covid-19 oblige, le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde. À bord d'un commande-car, le chef de l'État est arrivé vers 10h45 devant les tribunes dressées place de la Concorde où étaient rassemblés quelques 2000 militaires, soit 2 fois moins que pour l'habituelle descente des Champs-Élysées. Pas de colonne de blindés cette année, mais un défilé aérien maintenu, ouvert par l'emblématique panache de fumée bleu-blanc-rouge de la patrouille de France. L'édition 2020 du 14 juillet a débuté par un hommage au général Charles de Gaulle, dont la mémoire est célébrée cette année à l'occasion d'un triple anniversaire, le 130e de sa naissance, le 50e de sa mort et le 80e de l'appel du 18 juin 1940, symbole de la résistance. Le reste de la cérémonie fait la part belle aux multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience lancée fin mars par Emmanuel Macron, avec un hommage particulier aux services de santé des armées mobilisés tous azimuts au plus fort de la pandémie. La contribution du monde civil a été également mise à l'honneur, des honneurs accueillis avec scepticisme par certains personnels soignants qui attendent des actes concrets en faveur du secteur hospitalier. Et c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.